Non, non. Et de vous dire que votre présence relève, j'allais dire, la saveur de cette rencontre qui sera sans doute extrêmement intéressante. J'espère bien. Laissez-moi vous dire d'abord que, bon, nous regrettons, l'espace est un peu étroit, mais nous faisons avec ce qu'il y a. À Ashrafi, trouver un lieu ancien, préservé, dédié à quelque chose de culturel et de philanthropique, finalement, ce n'est pas évident. Et vous êtes, bien entendu, tous et toutes des gens de qualité, de culture. Vous apprécierez certainement toute la joie que nous avons à vous accueillir. Nous avons accueilli avec Madame Myriam Antaki des personnages intéressants. Nous avons accueilli l'ambassadeur Richard Murphy. Nous avons accueilli Monsieur le Président Michel Sleiman. Nous avons accueilli Monsieur le Président Tamar Islem. Nous avons accueilli d'anciens ambassadeurs, les ministres Roni Reiji, la députée Polaya Oubian, des journalistes de renom et des ambassadrices de bonne volonté, comme Madame Maha Chalabi, et récemment encore, il y a quelques jours, Monsieur l'ambassadeur Edouard Djerizia. Aujourd'hui, nous accueillons une personne qui est très chère à notre cœur, pour de multiples raisons. La principale est peut-être réside dans le fait qu'elle soit à la fois ce qu'elle est, c'est-à-dire Myriam Chaoui Antaki de Damas et d'Alep, mère de Chiri, femme de culture, romancière, francophone. Elle est chevalier de la Légion d'honneur. Elle a le mérite aussi des distinctions académiques françaises. Et donc, je crois que tout à l'heure, Madame Sylvaine Seyil vous parlera mieux que moi de Madame Myriam Antaki. Ce que moi je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que nous avons choisi de parler avec Madame Antaki d'un sujet qui n'est pas très commun au Liban. Parce qu'avec la Syrie, depuis la fin du mandat français, les relations furent houleuses, constamment houleuses, souvent problématiques. Non pas parce que la politique et l'idéologie unioniste furent longtemps ombrageuses, notamment à cause des clivages internes libanais et des appétits syriens, mais parce que nos systèmes culturels, économiques et politiques se sont avérés progressivement inconciliables. Je t'aime, moi non plus. C'est ce que je dis. Pourtant, que d'histoires en commun, que de possibilités potentielles, que d'intérêts à mettre en conformité. Madame Antaki, vous avez aujourd'hui une tâche difficile, celle d'un exorciste. Il n'y a pas mieux que la culture et les libertés pour accomplir une telle tâche. Culture et francophonie. Qui mieux que vous, Myriam, pour cette approche et cette réconciliation? Ah, si de nombreux Syriens pouvaient être aussi libanais que vous. Madame Seyil. Je suis Sylviane Zé. Je suis avec
bureau chief de l'Orient le jour à l'ONU et à New York. Je vis à New York et je suis de passage à Beyrouth. Et lors de mon passage, j'ai le plaisir de présenter ma grande amie Myriam Chaoui Amtaki à la Fondation Brahim Najjar pour la culture et les libertés. Myriam Amtaki, vous avez toujours été une personne très optimiste et j'espère que ça va continuer pour notre pays. Vous êtes né à Damas, la plus belle oasis de l'Orient luxuriant, qui sera toujours la ville de la conversion de Saul, comme vous l'avez dit lors d'une interview. Vous avez vécu à Alep depuis votre mariage avec le Pavon et vous résidez à Beyrouth depuis la tragédie syrienne. Myriam grandit dans une famille parfaitement bilingue, fait ses études primaires et secondaires chez les sœurs franciscaines de Damas et poursuit ses études d'économie et de psychologie. Elle manifeste dès son jeune âge un penchant pour l'écriture. Auteure de plusieurs romans et essais publiés en français et traduits dans plusieurs langues, elle est porteuse de son pays, comme elle le dit, pétrie de soleil, de lumière, de face d'un Orient ancien sublimé qu'elle capte avec magie. Je suis toujours émue de parler de mon pays et imagine entendre un souffle lointain qui émane de la terre, de ma terre, me confie-t-elle. La carrière littéraire de Myriam Amtaki commence par un roman, La Bien-Aimée, paru en 1985 aux éditions Orban et qui obtient le prix de l'amitié franco-arabe. Il s'agit d'un épisode historique où s'exprime au confluent de deux civilisations le dialogue de culture et de religion. Puis en 1991, Myriam Amtaki publie Les Caravanes du Soleil, édité chez Gallimard dans la collection Blanche. Elle exprime là une véritable quête de racines dans une fiction romanesque fidèle à la réalité historique. En 1999, Les Versets du Pardon seront publiés chez Actes Sud, qui racontent le drame de la Palestine, le métissage religieux et racial. Ce livre porte un message d'espoir et de réconciliation. Il est traduit aux États-Unis en 2002 sous le titre The Verses of Forgiveness et obtient le Hemingway Reward. En 2003, Souviens-toi de Palmyre, paru aux éditions Grasset. Il s'agit d'une célébration de l'amour de la terre d'origine et raconte l'histoire de Zénobie, de Palmyre, la reine du désert. Cet ouvrage traite le long voyage de la femme orientale vers la liberté. Plus tard viendra l'Euphrate, qui raconte les mythes de la naissance du monde sur les bords de ce fleuve mythique. Ce livre paraît en 2007 chez Goettner. En 2015, enfin, La rue de l'Ange, aux éditions Éric Bonner, relate l'histoire des chrétiens de Damas sur 20 siècles. Membre du Pen Club de France, membre correspondant de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, membre du comité d'honneur de l'Alliance francophone, vice-présidente et membre fondateur du comité de la francophonie à Alep, membre du jury du prix de jeune écrivain Myriam Amtaki est dame de grâce magistrale de l'ordre souverain de Malte, officier des arts et des lettres, chevalier de la Légion d'honneur. Myriam aime parler de son pays pour retrouver le passé, comme elle le dit, en soi, en moi, communiquer aux autres. Je suis porteuse de mon pays, répète-t-elle, disons un schéma très simplifié. Tout au long de mon œuvre, deux choses m'importaient énormément. La liberté de la femme et l'histoire de la Syrie. Mais la Syrie la plus ancienne, la plus mélangée, là où il y a eu des heurts de culture. J'aime la Syrie grecque, romaine, byzantine et la force du pays que j'ai connu. Bien sûr, je reconnais l'empire musulman, l'évolution, la grande civilisation du Moyen-Âge, mais pour moi, la Syrie est ce cumul de tout cela, me dit-elle lors d'une interview l'année dernière. Maintenant, Myriam s'est attelée à un nouvel ouvrage, elle vous racontera, partira pour Paris très prochainement pour signer le nouvel ouvrage. Et Myriam Amtaki, vous avez la parole. Je suis très heureuse de vous présenter. Merci. Je voudrais dire merci à Brahim pour son aimable invitation et tous ces mots qui me vont droit au cœur.
Sylviane est une amie de longue date. Elle a pratiquement dit tout ce que j'avais envie de dire dans la conférence. Mais ça ne fait rien. Parfois on répète, parfois on allège, on va se tirer d'affaire. Merci beaucoup, Sylviane. Alors, Rahim m'avait proposé le titre « Syrie, histoire et culture ». Je vais vous parler de la Syrie, donc, de son histoire, de sa culture. Vous savez tous où se situe géographiquement ce voisin, souvent ombrageux et turbulent, qui entoure le Liban de l'Est et du Nord. Je ne suis pas ici pour juger de vos sentiments sans doute mitigés par une relation où passion et déception, pleurs et blessures ont remplacé le dialogue et l'altérité. Mais la Syrie est mon pays et je l'aime. Qui renie son origine perd totalement son identité première. Ainsi, c'est avec une très profonde émotion et une grande fidélité que je vais vous en parler. Merci de votre écoute. La Syrie a 10 000 ans d'âge. Je ne peux que commencer que dans la nuit des temps. Puis viennent les Grecs, les Romains, les chrétiens et Byzance. L'islam, bien sûr, suivi par les croisés. Je vais aussi vous parler des Ottomans, de la mode du voyage en Orient et pour finir, du mandat français et de la Syrie contemporaine. C'est beaucoup trop de monde, mais la Syrie, même détruite, continue à véhiculer une immense culture. La nuit des temps. Ne croyez pas que ça va être très pénible, c'est comme ça, j'effleure les choses. Et quand vous en avez assez, vous me dites, parce que c'est un très long programme. La nuit des temps. Le fleuve de l'Euphrate est dans sa légende le fleuve du jardin de l'Éden. Il délimite avec le Tigre la vieille Mésopotamie. Sur ses bords, à Mreibet 8000 ans avant Jésus-Christ, les premiers hommes sont chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. Ils sont déjà sédentaires. Le village s'organise, les maisons sont rondes, on y trouve un outillage lithique osseux, les premières traces de l'agriculture. Alors l'homme, qui laboure la terre pour nourrir une femme qu'il aime, un enfant qu'il adèle, entend au fond de lui la parole des dieux. Alors, il bâtit le premier sanctuaire de l'histoire de l'homme, et c'est le sanctuaire de la déesse mère. Ainsi naît la civilisation sur les bords de l'Euphrate. Je dis toujours que l'Euphrate, de ses bleus splendides, a appris au premier homme de Syrie la tendresse. Ce qui est très intéressant, peut-être je vous remonte aussi loin, c'est la mythologie de cette civilisation de l'Euphrate qui, à l'origine du monde, explique la naissance du monde par le Big Bang, ce qui est assez déconcertant. Après, dans la mythologie, il y a le déluge, il y a le juste souffrant, il y a tous ces mythes qui vont être repris plus tard dans l'Ancien Testament et qui sont les mythes de l'ancienne Mésopotamie. En 1968, une mission italienne élargit cette jeunesse du monde et découvre une ville à côté d'Alep qui s'appelle Ebla, qui est un peu au sud d'Alep. C'est une brillante civilisation qui va bouleverser toutes les données archéologiques de la région. Parce qu'à Ebla, on découvre 100 dieux ensevelis d'or et de perles fines. On trouve aussi une bibliothèque royale de 17 000 tablettes qui sont posées comme dans nos bibliothèques, dans nos maisons, sur des étagères en bois. Et ce qui est déconcertant, c'est qu'on trouve tout de suite, contrairement au problème des hiéroglyphes, une tablette lexicale qui explique comment on peut déchiffrer cette écriture. Et de là, on se rend compte de la richesse fabuleuse des Blancs. Je vais juste faire un petit montage comme au cinéma. On est sur la place royale des Blancs. Le Malicom est là et il voit arriver la caravane. La caravane du Nord dépose de l'or, de l'argent et du cuivre. La caravane du Sud, qui vient de Bahreïn, dépose du corail et des perles fines. Bahreïn a un nom dans la haute antiquité qui est d'une musique extraordinaire, c'est Tilouana. Donc les perles fines venaient de Tilouana. De l'Est arrive le lapis lazuli d'Afghanistan,
qu'on appelait la pierre bleue des dieux, et de l'ouest, je vous laisse deviner, le bois de cèdre du Liban. Alors, toute cette civilisation est brillante, mais elle va être détruite en 2300 avant Jésus-Christ par Sargon d'Akkad. Pourquoi je vous cite cela? Ce n'est pas que je voudrais alourdir, mais Sargon d'Akkad est dans l'histoire du monde le premier enfant sauvé des eaux. Donc, 1300 ans avant Moïse, Sargon d'Akkad est un enfant sauvé des eaux. Je ne peux encore m'attarder que sur cette lumière merveilleuse qui émane de la nuit des temps. Je vous prends juste un moment sur Mari. Mari est une ville qui est sur l'Euphrate. Elle a été découverte durant le mandat français par André Parrot, qui est ébloui par sa statuaire. Alors, de cette statuaire qui s'inscrit dans le sacré et le fantastique, André Malraux dit « La référence à la forme humaine n'intervient que dans la mesure où celle-ci peut devenir un moyen du surnaturel. Les statues de Marie ont des yeux d'hypnose qui fixent l'éternité, ce qui a fait dire que les statues sont en même temps adorants et dieux. On n'arrivait pas à savoir lesquels étaient les dieux, lesquels étaient les adorants. Heureusement que les trésors du Louvre de Marie sont au Louvre, sinon ils auraient été balayés avec Daesh. Quand Parrot a fait l'excavation et a découvert Marie, il a dit cette phrase qui, je crois, est une grande référence pour tout l'Orient. Qui peut nier que de l'Orient nous est venue la lumière? Pour les croyants, celle de la révélation sans doute, mais pour tous les hommes, l'épanouissement décisif de la vie. Alors, de la vie, de l'intellect, de l'érudition, nous irons ensuite sur la côte syrienne pour découvrir la ville cananéenne d'Ugarit ou phénicienne. On peut utiliser les deux mots. C'est une mission française dirigée par Schaffer qui fouille Ugarit. La côte est parfois sablonneuse, parfois rocheuse, mais elle est une terre de négoce, d'armateurs, de grands navigateurs, mais elle a des humanistes et des encyclopédistes. Ugarit connaît son apogée au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Alors là, il est très pointilleux de discuter de ce sujet, mais tout de même, je le dis. Par le génie d'inscrits anonymes, elle porte au monde un premier alphabet de 28 lettres. Ce ne sont pas des hiéroglyphes ni des cunéiformes, cela comportait des représentations syllabées. Là, ce sont des lettres. Alors, c'est au début du XIIIe siècle que paraît ce premier alphabet de 28 lettres, mais il va subir un travail phonétique progressif, une simplification, et c'est ainsi qu'au Xe siècle, on le retrouve à Byblos, il est définitivement constitué et tombe de 28 lettres à 22 lettres. Dans les années 20, de nombreux scientifiques étudient l'alphabet d'Ugarit. Il y a l'allemand Bauer, le français Nord et Virelot. En 1945, Maurice Dunant entreprend les premiers travaux sur l'alphabet du Byblos. Mais malheureusement, cet alphabet, on a beau en être fier, c'est un alphabet qui est destiné à des langues sémitiques, parce qu'il n'a pas de voyelles. Je vous dis par exemple, Kataba peut être Koutiba, peut être Koutoub. Il n'y a pas les voyelles. Il faut attendre le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs viennent y ajouter les voyelles et le porteront au monde entier. Ça vous dérange que je raconte ça? La vérité est belle. Merci beaucoup. Alors, où est-ce que j'en étais? Au grec. Ugarit. Les voyelles grecques. Ah, les Grecs. Alors, je vous fais un peu de littérature. Ugarit, Marie ou Ella appartiennent à l'âge d'or des cités-États. Elles tombent toutes dans la fosse maudite de l'oubli. Valérie utilise le mot de naufrage, mot que Amin Maalouf a repris dans son dernier roman, Le naufrage des civilisations. Alexandre le Grand arrive sur la terre orientale. Il marque une coupure qui est un achèvement. Moi, Alexandre le Grand a toujours été le conquérant qui m'a fait le plus rêver. On disait qu'il était beau comme un dieu grec. On disait qu'il avait un œil bleu, un œil vert, tout pour faire rêver. Mais en tout cas, il arrive sur la terre syrienne à la bataille d'Issos en 333 avant Jésus-Christ. À l'époque, la Syrie et ses dominations perses. Alors il arrive aux portes de Damas, met la main sur les trésors du Perse Darius,
les femmes, les harems, les bijoux. La Syrie offre une pompe orientale, des costumes chatoyants, des eunuques fardés, des parfums odorants. Alors le rêve d'Alexandre est de coupler l'Orient et l'Occident. Malheureusement, il meurt jeune et son rêve est brisé. À sa mort, c'est son général d'armée Séleucos qui prend la Syrie, et c'est Séleucos qui va avoir l'idée brillante de fonder les plus belles villes grecques. Il fonde Antioche, qui a appartenu à la Syrie jusqu'à l'année 1939. Il fonde Doura Oropos sur l'Euphrate et surtout Apamée, où réside le fleuron de l'armée grecque avec des haras, des éléphants, des jardins, des animaux. Je fais tout de même un petit clin d'œil aux contemporains pour cette ville d'Apamée. Nous avons tous vu et revu ce film splendide de Régis Vanier qui s'appelait Indochine, avec Catherine Deneuve. Alors Régis Vanier tombe amoureux d'Apamée et décide de faire un film à Apamée qui s'appelle Une femme syrienne, avec Emmanuelle Béat, qui est moins belle peut-être que Catherine Deneuve. Elle a un immense chapeau, elle se promène dans cette allée centrale où il y a des dizaines de colonnes corinthiennes, elle touche la pierre, elle fait revivre l'histoire. Attendez. Alors, les Grecs imposent les aspects d'une civilisation bien développée. La démocratie, je crois, on ne l'a plus vu depuis. La démocratie, un système politique encourageant les échanges économiques, les sciences, l'histoire, la philosophie se développent, la vie est fastueuse, elle est brillante, il y a des érudits, des hommes d'exception. Les Grecs refusent toute langue locale de leur empire et ils imposent le grec qui va rester la matrice culturelle de la région jusqu'au 8e siècle. Les mosaïques hellénistiques écrivent sur le sol de Syrie l'histoire d'une esthétique intemporelle. Elles sont les plus belles du monde, les mosaïques hellénistiques. Ça va? Ça va? Ça va bien. Alors les Romains, l'Empire romain avance avec des armées. Pompée occupe la Syrie en 64 avant l'ère chrétienne et il la déclare province romaine. On devient romain. Alors, Bosra, au sud de Damas, dans le Coran, devient la capitale d'une province arabe qui a le plus beau théâtre de la Syrie romaine. On peut jusqu'à maintenant imaginer les 15 000 spectateurs installés sur les gradins et qui regardent les gladiateurs et leurs cris déchirent la vie et la mort. Pour dire le raffinement des Romains, il y avait au-dessus de ce théâtre de 15 000 spectateurs un velin de soie qui bougeait et qui parfumait en gouttelettes fines le visage des spectateurs parce que le Coran est très chaud à cause des laves environnantes. La Syrie est vaincue, mais elle s'impose à sa vainqueur. Il va y avoir des Syriens qui vont être sur le trône de César, ce qui n'est pas mal. Je m'arrête là à Homs, qui est l'antique Émès, où il y avait un superbe temple du soleil qui était entièrement en or. C'était le temple d'Héliogabal parce qu'on croyait que l'or était le sang du soleil. Alors dans ce temple, c'est une dynastie millénaire des prêtres rois qui officient devant le Béthil ou Héliogabal qui était représenté dans une pierre oblongue qui était en même temps phallus et vagin, pour dire déjà la qualité des rites. C'était des rites très sensuels. Bassanus est le serviteur de ces rites et il a deux filles qui sont très belles. Une s'appelle Julia Donna, une s'appelle Julia Mosa et elle le voit ordonner tous ces rites naturalistes. Elle voit ces danses sensuelles, voluptueuses qui finissent par des accouplements du divin et du charnel. Alors les filles sont donc Julia Donna, Julia Mezza. C'est un rite classique et érotique, mais ces deux Julia, malgré leur culte du corps, elles surprennent par leur érudition et savent user de spéculation intellectuelle. Plus tard, même à Rome, elles vont séduire beaucoup de gens par leur spéculation intellectuelle. Alors l'aînée, qui s'appelle Julia Donna, épouse un homme de passage, un simple légat, qui la voit danser dans le temps. Il s'appelle Septime Sévère. C'est elle qui va le porter au pouvoir et elle devient Augusta. Elle a deux fils,
Caracalla et Geta, deux empereurs de Rome dont la mère est une Syrienne du temple d'Émès. Caracalla finit par assassiner Geta, mais ce n'est pas grave. C'est très violent, l'Empire romain est très violent. Alors, il y a Julia Donna qui devient impératrice, mais elle a son autre sœur qui est plus ambitieuse qu'elle et qui a eu deux filles. Chacune de ces filles va offrir à Rome un empereur. Un est Héliogabale. Héliogabale est le roi le plus fou de la dynastie des Sévères. Il déménage la pierre solaire à Rome. Il se perd dans des rites de débauche. Et alors, il a une belle légende. On dit qu'il a été étouffé sous une pluie de pétales de rose. Mais ce n'est pas vrai. Il a été assassiné par ses gitans dans les latrines. Il y a le dernier, je sais le dernier, après c'est fini. Alors le dernier est le fils de la quatrième Julia, qui est Julia Maman. Il est septime, il est Sévère Alexandre, il est le plus normal, il est le plus modéré, il est le plus fidèle à l'Empire. En fin de compte, porté par les 4 Julia syriennes, c'est fou ce qu'il y a des prénoms Julia dans la Rome antique. Alors les 4 s'appellent Julia, elles ont couronné 5 empereurs et la dynastie a duré 40 ans. Avec elle, le droit romain atteint son apogée. Le plus grand législateur est Papinien d'Émès, donc de l'Émès du soleil. Quand Caracalla, le fils assassine son frère, Papinien d'Émès lui dit « se taire sur un crime, c'est le commettre une seconde fois ». Alors il est assassiné à son tour. Voilà, ça c'est la dynastie des Sévères. Je devais vous en parler parce que tout de même que 4 femmes syriennes portent l'empire de Rome, c'est important pour l'histoire de la Syrie et c'est une rencontre de cultures. C'est un des meilleurs exemples de la rencontre des cultures. Maintenant, c'est pour alléger un peu l'histoire. Je viens dans le contemporain et je vais vous parler, vous étonner et vous parler de Marguerite Yourcenar. Alors, Marguerite Yourcenar est la première femme admise à l'Académie française, surtout pour son livre chef-d'œuvre qui est Les Mémoires d'Adrien. Alors, les Mémoires d'Adrien, l'empereur Adrien arrive à Palmyre. Il regarde le ciel étoilé de Palmyre et dit toujours dans le roman, Palmyre a le plus beau ciel du monde, puis il ajoute, la nuit syrienne représente ma part consciente d'immortalité. C'est la phrase que j'ai mise en exerce pour mon folie. Un siècle plus tard, après Adrien, il y a une jeune Syrienne qui s'appelle Zénobie. Elle regarde le même ciel de Palmyre. Elle est reine. Elle décide de se rebeller contre l'Empire romain. Donc la reine Zénobie, elle commence par former une très forte armée avec des méharis. Ce sont les guerriers qui se mettent debout sur les chameaux, qui sont très très beaux. Avec des méharistes, des archers. Elle s'empare de la Syrie, elle s'empare de l'Asie mineure, elle s'empare de l'Égypte. Elle forme un immense empire, Zénobie. Et pourquoi elle a cette puissance? Parce que son oasis est d'une fabuleuse richesse, avec des chameliers nomades, ils font le commerce, des gemmes, d'aromates, de baumes, d'encens, de soie. C'est une oasis la plus riche du désert de Syrie. Après 7 ans de règne, quand elle arrive en Égypte, elle interdit aux bateaux qui transportaient le blé à Rome de partir. Elle voulait affamer Rome, tellement elle était heureuse de son pouvoir. En fin de compte, après 7 ans de règne, l'empereur Aurélien arrive par le désert et les captive, et elle doit figurer dans son triomphe à Rome, mais elle figure et n'arrive même pas à marcher, parce qu'on lui a fait porter des chaînes d'or aux mains, des chaînes d'or aux pieds. Elle avait une chaîne d'or au cou que tirait un bouffon perse. Et pour montrer sa richesse et sa force, Aurélien l'avait obligée de mettre tous ses bijoux. Alors elle n'arrivait plus à avancer. Elle ployait sous le poids des ors et des bijoux. Enfin, ça c'est dans l'histoire auguste. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une jolie histoire. Alors, Palmyre est une merveille. Elle appartient à la fois au monde classique gréco-romain et le milieu indigène sémitique. Elle subit aussi l'influence parthe ou persane. C'est une histoire du luxe. Hélas, Palmyre a beaucoup souffert de la barbarie des derniers hommes. Dans cet empire romain, les Syriens participent à l'édification d'une civilisation
Lucien de Samostas est un grand maître de philosophie arabe et angole. Numénus d'Apamée est considéré comme le véritable fondateur du néoplatonisme. La Syrie offre une symbiose de culture, de mythe et de religion. Voilà, maintenant on commence à se rapprocher, ça va peut-être devenir plus tangible, je ne sais pas, c'est trop lointain. C'est un film qu'on regarde pendant que tu racontes. Bon, alors je vais vous raconter maintenant les chrétiens et Byzance. J'ai écrit gros parce que par coquetterie je ne voulais pas mettre mes lunettes, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Avec les lunettes aussi. Oui, c'est ok, vous commencez à Elles sont très jolies, transparentes. absolument. Oui, j'ai essayé toutes celles que j'avais, c'est pas mieux. Alors, les chrétiens et Byzance, c'est alors, durant la basse période romaine, que du sud arrive aux portes de Damas un homme seul. Mais c'est un grand conquérant qui n'a ni armée, ni force. Il arrive seul. Nous sommes exactement en l'an 34 de l'ère chrétienne, donc 1 an après la mort de Jésus sur le Golgotha. Cet homme, en fait, est persécuteur. Il est un juif de Cilicie, il s'appelle Saul, Saul de Tarse, et il vient à Damas pour persécuter ses premiers chrétiens. Donc déjà 1 an après la mort du Christ, il y avait déjà des chrétiens à Damas. Ce Saul de Tarse est le grand aventurier de Dieu, il va devenir le futur Saint Paul. Il reçoit la révélation aux portes de Damas et devient la porte du Christ. J'utilise les phrases qui sont passées dans la terminologie française. On dit « il trouve son chemin de Damas », qui est une expression aujourd'hui française. Après, il va dans la rue droite, qui est une autre expression française, où il va chez Hanani, qui était l'évêque de cette première communauté chrétienne. Hanani pose les mains sur ses paupières, il retrouve la vue. À Damas, les chrétiens vivent encore jusqu'à aujourd'hui tout au long de cette rue droite qu'on appelle la Via Recta. Ils ont encore leur patriarcat, ils ont leurs églises, ils ont leurs écoles. Là se trouve donc, ils regardent malgré eux le mur duquel Saul, qui est devenu Paul dans la conversion, est sorti par une fenêtre pour fuir ses anciens compagnons juifs qui voulaient l'assassiner. Voilà, alors le pape Jean-Paul II était venu sur les pèlerinages de Saint-Paul, il avait célébré la messe dans cette petite église où l'on voit toujours la fenêtre de laquelle Saint-Paul a fui Damas. Les premiers chrétiens prient donc en silence. Encore aujourd'hui, si on va dans ce village de Malou là, qui a souffert par l'arrêt, mais maintenant ça va, on entend parler l'araméen, qui est la première langue de ces prières. Alors là, c'est peut-être un peu sec, mais je vous l'ai dit. Au 1er siècle, Ignace d'Antioche écrit son épître aux Romains. Renan dira qu'elle est le joyau de la littérature chrétienne. Saint Jean Chrysostome est le plus grand orateur de l'Église chrétienne, il dépasse Démosthène. On l'appelle bouche d'or. Les premiers martyrs meurent pour le Christ, alors un des plus grands martyrs était Saint Serge. Il est martyrisé dans un lieu à qui il a laissé son nom, Sergiopolis. Là, je vous raconte parce qu'on a bâti une superbe cathédrale et comme on a utilisé la pierre de gypse, quand le soleil luit, elle scintille au soleil. C'est très très beau. Alors, il y a aussi Sergiopolis est devenu avec l'islam Ressafir. Enfin, Sergiopolis est plus musical pour l'Europe. Aussi, on trouve Saint Bacchus est tué sur le Khabour. Et il y a plein de martyrs parce que chrétiens. Mais en 390 de l'ère chrétienne, l'empereur Théodose, il institue le christianisme comme une religion d'État et tout d'un coup, c'est un vent de liberté. À sa mort, l'Empire est partagé en Orient et Occident. Bien sûr, la Syrie appartient à l'Orient et suit Byzance. Les chrétiens, alors, crient de liberté, bâtissent des églises, des monastères, des sanctuaires. Rien que dans la région d'Alep, il y a 150 sanctuaires. C'est l'époque aussi des anachorètes, des stylites, des ermites, qui croient qu'il faut absolument la pureté pour pouvoir rencontrer Dieu. De tous ces pénitents, je vous cite un seul parce qu'il est, je crois, le plus intéressant, c'est Saint Siméon qui vit 40 ans sur une colonne haute de 15 mètres. Alors, il est tellement connu dans le monde
que Sainte Geneviève de Lutèce lui envoie des salutations. Il y a une correspondance entre lui et Sainte Geneviève de Lutèce qui est Paris. À sa mort, à la mort de Saint-Siméon, l'empereur Zénon construit autour de la colonne une des plus belles églises d'Orient, si ce n'est la plus grande. Alors, dans un autre temps, avant la guerre, pour fêter les 1500 ans de Saint-Siméon, en septembre 1991, 6 évêques catholiques et 3 évêques d'Alep, orthodoxes, concélèbrent la messe sur le site en chantant d'une même voix les cantiques de Besant. C'était une très très belle, parce qu'en plus dans ces lieux, l'acoustique est fabuleuse. Alors l'art chrétien rayonne en Syrie, les monastères suivent le modèle syrien. On a Jean Cassius qui fait, à son retour de Syrie, dans la région de Marseille, beaucoup de monastères. L'histoire a retenu 6 papes syriens. On a Romanos d'Émès, qui est le plus grand mélode de son temps. C'est lui qui écrit l'hymne acatiste, qu'on chante encore jusqu'à nos jours, debout dans les églises. Saint Jean Damascène renouvelle la scolastique. Tous ces chrétiens, aux rites plus divers, vont apprendre bientôt une nouvelle cohabitation. Leur salut dépendra de la reconnaissance de l'autre, car l'islam avance au nom d'Allah l'unique. Je vais vous parler de l'islam. Je vais boire un peu d'eau. Ça vous intéresse ou vous trouvez que c'est C'est captivant. Ça me donne du courage. Enchanteur. Merci. Alors l'islam, une prière nouvelle s'élève du cœur de l'Arabie et elle rassemble toutes les tribus de la péninsule autour du prophète Mahomet. Un livre saint, le Coran, est rédigé en arabe. Le plus grand empire du monde est en train de se constituer parce qu'un siècle plus tard, le nom d'Allah l'unique est crié de minaret en minaret, de Cordoue à Samarcande, des Pyrénées à l'Himalaya. Une nouvelle civilisation est née, son nom est l'islam. L'islam véhicule une science de Dieu, mais aussi une science du monde. En 635, les armées conduites par Khalid ibn al-Walid arrivent à Damas. À la bataille de Yarmouk, les impériaux perdent la Syrie définitivement. Ils vont continuer à perdre beaucoup d'autres choses après. Mais bientôt, je m'arrête aux Omeyyades parce que je trouve que c'est la dynastie qui a été le plus vitale dans l'histoire de Syrie. Les Omeyyades vont faire de Damas la plus belle capitale d'un monde qui va de l'Espagne aux confins de la Chine. Les Omeyyades sont plus tolérants que les autres. Juifs et chrétiens sont épargnés et versent un tribut. C'est une période de prospérité, de justice et de sagesse. Alors que les Arabes arrivent jusqu'à Poitiers, un calife, Al-Walid, surnommé le bâtisseur, élève le parangon d'un siècle, la curiosité de tous les âges, la fameuse mosquée des Omeyyades. Sur le temple du dieu Hadad, on avait bâti la basilique de Saint-Jean-Baptiste et bien sûr, on allait poser la mosquée au-dessus de tout ça, parce que c'est toujours comme ça. On met un lieu de culte sur un lieu de culte. C'est comme ça que dans la mosquée, il y a toujours le tombeau de Saint-Jean-Baptiste. Alors, sur le temple, il y a 12 000 ouvriers qui sont dirigés par des spécialistes hindous, persans, maghrébiens. Ils achèvent en 8 ans la construction. Il y a 40 tonnes de petits cubes de mosaïque. Il y a les fonds d'or, les jardins, la marqueterie de marbre. Mais ce qui est amusant, c'est que cette mosquée a une légende. Elle subsistera 40 ans après la destruction du monde. On ne peut pas voir, on ne peut pas s'assurer. Le Damas des Omeyyades enfante des palais, des fontaines, des passions ombragées, des vergers blancs. Le Barada coule dans un éternel murmure. Les souks bruissent de l'émerveillement des badauds. Les hammams parfument de savon de laurier. Alors la capitale des Omeyyades chuchote aux passants. Arrête-toi un peu, je suis la plus délicieuse cité de Dieu. Et puis le prophète Mahomet dit, je n'entrerai pas à Damas parce qu'on ne peut pas fouler 2 fois le paradis des monts. Ouais, ça c'est des légendes, mais
Alors, les nouveaux venus d'Arabie savent qu'un monde élaboré s'offre à eux. Ils adoptent l'hellénisme, la tradition syro-byzantine et l'art oriental sassanide. L'islam est encore lié alors à l'ouverture et à la croissance. En 750, le dernier des Omeyyades, le dernier calife des Omeyyades est assassiné. Après avoir été Omeyyade, la Syrie devient abbasside. Lors d'un sombre banquet, on invite tous les princes Omeyyades et on les tue tous. Les Abbassides prennent le pouvoir, ils déménagent la capitale jusqu'à Bagdad, ce qui fait que Damas tombe un peu dans l'oubli. Mais en Syrie, alors les Abbassides vont dominer l'islam jusqu'au XIIIe siècle, peut-être certains califes avec moins de tolérance que les Omeyyades, mais toujours l'histoire est en chemin de crête. En Syrie, les villes se posent sur les fleuves, Damas borde le Barada. Sur les rives de l'Oronte, il y a deux villes qui sont Hama et Homs, où on forme des noyaux d'intellectuels. Mais ces intellectuels ne sont pas ceux venus d'Arabie. La plupart sont parmi les anciens indigènes, les Syriaques, qui ont profité de toutes les richesses de Byzance. Les mécènes entretiennent des équipes de traducteurs. Ainsi sont traduits du grec à l'arabe Aristote, Euclide, Archimède, Platon, suivis des livres de l'Inde et de la Perse sassanide. Ils transmettent aussi à l'islam la philosophie, la médecine, l'histoire naturelle, la géographie et la chimie. Ces Syriaques sont aussi très actifs à Dar al-Hikmah de Bagdad. C'est long. Alors, ça, je vous dis ça parce que Voltaire écrit « Dès le second siècle de l'Hégire, les Arabes deviennent les précepteurs de l'Europe dans les sciences et les arts. » Renan ajoute « Effacer les Arabes de l'histoire et la Renaissance est retardée de plusieurs siècles en Europe. » Alors que les princes des croyants vivent dans le luxe et le plaisir et entrent dans les contes des mille et une nuits, une voix s'élève de l'Occident, une voix qui allait bouleverser le monde. Le pape Urbain II décide de soustraire les lieux saints à l'emprise des infidèles. Il appelle aux croisades. Alors les croisades, aussi ça a un rapport à la Syrie, vous allez voir pourquoi. Le 15 juillet 1099, les French, c'est une façon de dire les Francs en arabe, et c'est passé, on l'écrit F-A-R-G-S. Ils s'emparent de Jérusalem, la ville de toutes les promesses. Les atrocités sont malheureusement commises au nom du Christ. Les rescapés arrivent à Damas, ils ont échappé à la torture et au feu, et ils tiennent surtout avec précaution le Coran de Osman ben Affan, qui est un des plus anciens exemplaires du livre. D'après Amin Malouf, et là c'est la meilleure référence pour parler des croisades, les chrétiens sont alors soumis à une double oppression. Celle des croisés de même religion qu'eux, qui les soupçonnent de sympathie envers l'islam, les traitant en plus en sujet inférieur. Et aussi l'oppression des musulmans qui considèrent que ces chrétiens sont les alliés naturels à l'envahisseur puisqu'ils sont de même religion. De tous ces chrétiens d'Orient, seuls les maronites du Liban s'est déraillés aux croisés. Très vite, les croisés convoitent la ville de Damas. C'est un des sièges les plus amusants de l'histoire. Sous le commandant du roi de France, Louis VII, de l'empereur d'Allemagne, Conrad III, du roi de Jérusalem, Baudouin II, ainsi que les chevaliers du Temple et de Saint-Jean, le siège de Damas dure 6 mois. En fait, l'obsession de tous ces conquérants était de convoiter le titre de roi de Damas. En fait, après 6 mois de siège, ils lèvent, ils s'en vont, et tout le monde est heureux de les voir partir. Je vais laisser, pour parler des croisades, la parole à Oussama ibn Munqidh dans ses mémoires intitulés « Un prince syrien face aux croisés ». C'est le plus grand livre de référence pour Amin Malouf dans son ouvrage « Les croisades vues par les Arabes ». C'est passionnant ce qu'il dit. Oussama est un prince syrien qui vit dans un superbe château qui s'appelle Shaizar. Il est dans la montagne à la ville. Il est comme ça haut perché comme un nid d'aigle. Alors, il dit, il est en même temps, Oussama,
acteur, témoin, guerrier et poète, et il est le plus grand chroniqueur des croisades. Quand il dit que les Templiers sont ses amis, c'est parce qu'il estime que leurs mœurs se sont polies au contact de l'Orient. Il a une moue de condescendance quand il observe la justice des croisés. Pour les Arabes, les juges et les cadis suivent une procédure bien fixe, réquisitoire, plaidoirie, témoignage. Le jugement des dieux des Occidentaux leur paraît une farce grotesque. Il y a l'épreuve du feu, le supplice de l'eau. Par contre, il admire chez eux leur qualité guerrière. Ils trouvent leur hygiène primitive et ce n'est qu'avec le temps qu'ils apprennent à utiliser le hammam. Ils auront recours aux médecins arabes qui offrent à l'époque les soins médicaux les meilleurs du monde. Des chirurgiens traitent les blessures et pratiquent la chirurgie esthétique. Il y a même un guerrier croisé qui avait le visage entièrement abîmé par un coup d'épée. On lui fait la chirurgie esthétique et il retrouve peut-être pas le même visage, mais un visage possible. Alors, au contact de l'Orient, bien sûr, les croisés mettent des turbans, ils apprennent les parfums, mais ils bâtissent de très belles forteresses parce qu'ils n'ont pas assez d'or. La plus belle des forteresses est sans doute le Crac des Chevaliers. Ça, on ne peut pas le discuter. Elle est l'archétype du château fort, comme dit Viollet-le-Duc. Richard Cœur de Lion, au retour des croisades, fit bâtir Château Graillard sur le modèle du Crac des Chevaliers. Mais les croisés vont laisser derrière elles des fabuleux vestiges. Il y a plein d'églises, des châteaux, et sur la côte syrienne, la plus belle de toutes les églises est Notre-Dame de Portos. Enfin, Saladin reprend Jérusalem, il y perd la Terre Sainte et il donne l'ordre de ne pas tourmenter les chrétiens, qu'ils soient des orientaux ou des européens. Ainsi, il entre dans la légende en prince de la clémence et il va s'installer à Damas. Il va unir l'Égypte à la Syrie. C'est l'âge d'or des Hamdanites. Et en fin de compte, Saladin meurt à Damas. D'ailleurs, son tombeau est à Damas. Mais il dit à son fils, « Oh mon fils, aie toujours le sang en horreur, prends garde de le répandre et ne t'en souiller, car le sang ne dort jamais. » Il faudrait répéter cette phrase maintenant à tout le monde. Le sang ne dort jamais. Alors les croisés partent, mais ils emportent avec eux des mots, zénith, nadir. Ils prennent la fabrication du papier, du cuir, du textile. Ils déménagent l'abricot en agriculture, l'aubergine. Et c'est durant le siège de Damas qu'ils ont appris la technique du pigeon voyageur, parce que ces assiégés toujours communiquaient avec l'extérieur grâce au pigeon voyageur. Les Ayyoubides vont triompher, ils vont supporter les Mongols, ils vont être après battus par les Mamelouks qui étaient leurs esclaves et qui vont durer 3 ans. Et en fin de compte, j'arrive aux Ottomans parce qu'on ne peut pas parler de tout le monde. Je laisse passer. Les Ottomans, je crois que c'est une période assez concrète pour nous tous, c'est pas très loin dans nos mémoires. On a eu une grand-mère qui nous parlait des Ottomans, je crois que c'est plus concret pour les autres. Alors, voilà, pour les Ottomans, une petite goutte. Alors, dans la nuit du 29 mai 1453, dans une ville assiégée de toutes parts qui est Constantinople, 2 hommes font une même prière que Benoît Méchain a appelée la prière de la guerre des 2 miséricordes. Constantin XI, le dernier basilus de l'Empire d'Orient, entre à Sainte-Sophie, pose ses genoux à terre et demande à Dieu miséricorde, parce que Constantinople est encerclée de toutes parts. Le soir même, Mohammed II, à la tête des armées, se prosterne au même endroit, ébloui par la splendeur de Sainte-Sophie, et demande à Allah miséricorde. C'est pour ça qu'on l'a appelé la guerre des 2 miséricordes. Un chant de victoire retentit, l'église devient mosquée, les Ottomans deviennent les maîtres du monde. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on entre Sainte-Sophie est devenue un musée. Mosquée bientôt. En 1516, le sultan, il n'y a plus que 4 siècles, vous pouvez patienter.
On a fait 10 000 ans. En 1516, le sultan Selim Ier arrive avec ses armées. Il est le vicaire d'Allah en ce monde. La Syrie va ouvrir une très lourde page de son histoire qui ne se refermera que 4 siècles plus tard, à l'aube du XXe siècle. Ces Ottomans semblent être un État musulman oriental turc, mais ils bâtissent un empire d'Occident aussi, puisqu'ils ont hérité Byzance. Ils ajoutent leur tradition et leur vitalité centre-asiatique, qui s'allient à la culture de l'islam. Ils apprennent vite le privilège du luxe, du raffinement. Leur art est un conflit créateur entre l'austère et le somptueux. Dans cette Syrie partagée en plusieurs wilayas des provinces, subissant les caprices et les excès des walis qui sont tout le temps changés très très vite. Seul le wali de Damas est à vie car il jouit d'un caractère sacré. Il est le chef de la caravane qui va à la Mecque et mène tous ces gens venus du monde entier vers l'Arabie pour la Mecque. Alors, pour le départ de ces pèlerins, les Ottomans vont laisser à Damas le plus beau monument de Damas, qui est la Tekiye. Elle est faite par le plus grand architecte de l'Empire ottoman, qui est Sinan. Sinan était un janissaire. Vous savez, les janissaires sont les enfants chrétiens qu'on arrache à leur famille. On les élevait à Boursa, dans l'islam, pour servir le sultan. Les janissaires, on avait fait la force de l'Empire ottoman. Après, ils ont fait la force de sa destruction, parce qu'ils étaient à la fin débauchés. Alors, Sinan, donc, est ce grand architecte. La Tekiya est une médresse, une mosquée, mais aussi, c'était une hôtellerie pour loger ses pèlerins au moment d'aller à la Mecque. À Alep, Selim Ier construit aussi un autre chef-d'œuvre. Ici, je vais tout de même m'arrêter pour parler d'Alep, parce que ne pas parler d'Alep dans l'histoire de Syrie est vraiment empiéter l'histoire d'une grande partie. Et puis regarde comment Georges sourit déjà. Il a relu le texte la nuit, il m'a ajouté des choses. Alors, je vous parle ici d'Alep, qui est une ville millénaire, surgie sur la route de la soie. Elle est le centre du commerce avec l'Occident. Elle est de son histoire, échelle du Levant, mais elle est la 3e ville de l'Empire ottoman après Constantinople et le Caire. Depuis le XIIe siècle, elle entretient des relations avec la République de Venise et les familles levantines habitent dans des caravansérails, dans beaucoup de luxe, des meubles, des soies. Là, c'est très intéressant. Dans l'histoire d'Alep, moi je crois que c'est le plus intéressant, mais voilà. En 1535, les premières capitulations sont consenties par le sultan ottoman Soleiman le Magnifique, qui est le plus grand sultan de l'Empire ottoman, au roi de France, François Ier, dans un texte qui est daté le 4 de la Lune. L'un des articles, étonnamment, permet de créer le premier consulat de France au monde. Étonnamment, pourquoi? Je vais vous le dire. Mais je vais vous lire le texte de la déclaration, parce que je trouve savoureux le langage des sultans de l'époque. Alors, c'est un 4 de la Lune. Le sultan déclare: de la part de notre Majesté impériale, je m'engage sous notre auguste serment et le plus inviolable, soit par notre sacrée personne impériale, soit par nos augustes successeurs, de même que nos suprêmes vizirs, nos honorés pachas et généralement tous nos illustres serviteurs qui ont l'honneur et le bonheur d'être dans notre esclavage, que jamais il ne sera rien permis de contraire au présent article. Voilà. Peu après, le sultan va offrir un khan à la France pour servir de local, du premier consul Jean Régnier jusqu'au dernier. En 1914, il y a 84 consuls de France qui se succèdent à Alep. La France jouit d'un prestige unique et un témoin voit arriver à Alep François Piquet. Il est consul de France de Louis XIV et évêque de Babylone. On aimait les titres à l'époque. Il est reçu par tous les consuls. Alors, il semble reçu comme... Alors, le consulat est fabuleux.
Alors ça, c'est un rejout que Georges m'a écrit la nuit parce qu'il veut que je vous décrive le consulat. Moi, je l'avais supprimé, elle était déjà assez longue, la conférence. Ça vous dit que je vous dise? Oui. Alors, tu vois, tu avais raison. Alors, Masson décrit ce consulat. C'est Masson, ce n'est pas moi. C'est Masson qui le décrit. Oui. Je veux copier Masson. Oui, Oui, mais j'ai dit que c'est toi qui as voulu que je rajoute. On va faire une scène de ménage maintenant. C'est Masson qui décrit le consulat. On ne l'a pas vu, nous, on était déjà vu. C'est Alep contre Damas. C'est Alep contre Damas. Il a vu que j'avais pu parler dedans. Ce qui l'embellit le plus, ce sont les meubles qui consistent en 10 pièces de tapisserie. Par-dessus la porte de l'oratoire, il y a le portrait de Louis XIII à cheval, dans un cadre rouge parsemé de fleurs de lis. Du côté droit du tableau sont les armes de Marseille et à gauche, celles d'Alep. Vis-à-vis de Louis XIII est notre roi, dans un cadre doré de tout son long, avec son manteau royal, la couronne sur la tête et le sceptre dans la main. À droite, Catherine de Médicis, et plus loin, Gaston Jean-Baptiste d'Orléans. Et dans la chambre d'audience, un fauteuil en cuir rouge où le concile s'assied quand il tient assemblée. Voilà. Mais pourquoi ce consulat? Mais pourquoi ce consulat dans Alep, un aussi important, le premier consulat de France au monde? Alep est une ville ovale autour d'une citadelle ovale. Elle est une très vieille cité, elle sort d'une légende, parce que Alep, en arabe c'est Halab, c'est là où le patriarche Abraham s'est arrêté pour traire sa vache, d'où le nom Alep. On dit aussi qu'à l'emplacement de la citadelle, il s'est prosterné et il a prié. Cette citadelle porte une couronne sur la ville. Un gentilhomme, Pietro de la Vallée, est surpris par l'effervescence de la ville. Il décrit Alep. Cette ville est célèbre par le trafic qui s'y fait des marchandises, où d'un côté se rendent les Orientaux avec leurs pierreries, leurs soies, leurs épices et leurs toiles, et de l'autre côté, tout l'Occident, la France, la Hollande, l'Angleterre, avec des vaisseaux chargés de piastres. C'est l'époque de la grande prépondérance de la France. Alep devient une capitale missionnaire, les Capucins s'y installent, puis il y a les jésuites, il y a les carmes, sous l'influence des missionnaires, un vaste mouvement intellectuel et spirituel se dessine. J'ai oublié de vous dire, mais puisqu'on parle maintenant des missions, déjà au XIIe siècle, le pape a envoyé les dominicains lors de leur création en disant au fils de Saladin, c'est pour s'occuper de la vie spirituelle des prisonniers. Parce que dans la citadelle d'Alep, il y a eu Jocelyn II, il y a eu beaucoup de grands croisés qui étaient. C'est pour dire aussi l'éducation. Un peu de littérature. Mais Alep est surtout une effervescence de souk qui offre toujours une fraîcheur de voûte avec des masses de soleil qui tombent des ouvertures. Les plus anciens souks sont du XIIe. Ces souks jetaient leur senteurs de cannelle, de safran, de savon et de corps. Leurs caravansérails les reins, superbes lieux d'échange, même détruits ou incendiés aujourd'hui, gardent toujours la mémoire de leur richesse. Alep, Damas, Palmyre, c'est toujours l'histoire d'un Orient dont les demeures cachent le secret des vies. Les foules des rues découpent des images floues. L'atmosphère voluptueuse des hammams se perd dans les vapeurs odorantes. Les grandes cités deviennent ce lieu lointain où s'alanguit le rêve de l'Occident, et c'est l'appel ensorcelant et mystérieux d'un ailleurs, celui d'un Orient mythique. Le voyage en Orient. Alors, des mythes fabuleux attirent le voyageur, le marchand, le poète sur les voies de Syrie, qui offrent une mollesse, mais aussi une sève. Le voyage en Orient, on ne cesse de le rêver, de le fantasmer, de le mettre en musique, en peinture, en littérature. Dès le XVIe siècle, la Syrie devient à la mode et le chevalier d'Arvieux écrit ses mémoires de voyage. Tavernier plus tard décrit ses rêves d'Orient. Au XIXe siècle, le vicomte de Vourboué découvre la maison damascène, ses patios de fraîcheur, de silence, de plaisir Dieu. Et l'on se sent envahi, dit-il, par le dieu oriental, le Kef, c'est-à-dire
l'inaction parfaite, consciente et voluptueuse de l'âme et du corps. Lamartine regarde ce même Damas et découvre la patrie de l'imagination, le plus magnifique et le plus étrange horizon qu'ait jamais étonné un regard d'homme. Pour lui, Damas gît dans un labyrinthe de jardins et de fleurs. Il dit qu'Alep est l'Athènes de l'Asie. Gérard de Nerval vient explorer, citation, le sol sacré qui est notre première patrie à tous où l'on se retrouve enfant. Chateaubriand dit de la terre syrienne qu'elle est une terre antique, retentissante de la voix des siècles et des traditions de l'histoire. Maurice Barrès, dans son enquête au pays du Levant, trouve en Syrie un sol mystique où les siècles se suivent dans un cortège de divinités. La Syrie exerce son attrait, et les déserts et mirages, et les villes anciennes aux souks bruissants. Elle est aussi un village silencieux, perdu à toit conique, un souffleur de verre, une femme voilée, un tisserand de brocart. Dans cet ordre ancien, la Syrie ottomane va être balayée dans un destin ancien, éteint. L'empereur d'Allemagne, Guillaume II, va entraîner le sultan Abdelhamid II, celui qu'on appelle le seigneur S-A-I-G-N-E-R, dans la Première Guerre mondiale. Le Turc était déjà surnommé l'homme malade par le tsar de toutes les Russies et agonisé. Et quand de partout, malgré les persécutions et les répressions, couvait la renaissance des Arabes. L'Empire capitule en 1918. Dès 1916, les Anglais et les Français s'arrachent les dépouilles. Il y a l'accord de Sykes-Picot qui délimite les zones d'influence. En 1917, Lord Balfour promet aux sionistes, il y a une faute, promet aux sionistes la création d'un foyer national en Palestine. En 1920, après une royauté de courte durée, la Syrie tombe sous mandat français. Le général Gouraud, suivi de ses spahis marocains, traverse le souk el-Hamidiyé pour se rendre à la mosquée des Omeyyades, parcours obsessionnel de tous les conquérants. En route, il s'arrête près du tombeau de Saladin, dégaine son sabre, s'adresse au catafalque et dit « Saladin, Saladin, nous revoici ». Ceci pourrait être et les gens ou probablement la réalité. Le mandat, pour alléger un peu cette poésie à cette conférence, je ne vous citerai pas les nombreuses rébellions pour l'indépendance, mais je vais, pour changer un peu, vous réciter un poème qui a été écrit par une Syrienne francophone, une poétesse, qui s'appelle Zoé Hamsi Radban. Elle est née à Alep, ça fait plaisir à Georges, c'est une grande tante à lui. Quand elle rencontre Pierre Benoît, alors qu'il écrivait sa châtelaine du Liban, il lui offre son recueil de poèmes Les Suppliantes, avec pour dédicace, avec le souvenir de quelqu'un qui a de la joie à saluer un poète. En fait, Zoé rejoint Maurice Barrès dans une idée de rencontre de l'Orient et de l'Occident. Elle écrit ce sonnet d'amour intitulé Migration. C'est des Alexandrins, c'est l'époque. Puisque tu m'as conquise au Mont Bleu, chevalier, fils des grands lacs du Nord dont l'azur sommeille, en tes beaux yeux pensifs, je t'attends et je veille, comme le premier soir par le même sentier. Au loin de ce soleil implacable brasier, au pays de l'Occident dont ta voix s'émerveille, emporte-moi, veux-tu, comme une fleur vermeille, là j'épanouirai mon être tout entier. Je prendrai vierge brune aux trop lourds cheveux d'ombre, sa blancheur à la neige et son calme au ciel sombre, au glacier éternel le froid pacifiant. Et quand tu me tiendrais le soir, toute frileuse et pâle dans tes bras, tu sentirais heureuse, trembler au froid du Nord, l'âme de l'Orient. Maurice Barrès trouve lui aussi que de la vieille cité de Damas se rencontrent pour se comprendre l'Orient et l'Occident. En fait, une nouvelle page allait ouvrir d'autres rencontres dans une Syrie bientôt indépendante et contemporaine. La Syrie contemporaine. Le 17 avril 1946, la Syrie obtient son indépendance. La femme syrienne est la première du monde arabe à obtenir le droit de vote. Mais le pays vacille. Oui. Avant la Libanaise. Oui, la Libanaise en 51. Oui. Je vais justement vous
Je mens? Non, la Libanaise, c'est en 50. 51, 51. Alors, laissez-nous ça, c'est pas grave. Alors, la femme syrienne est la première du monde arabe à obtenir le droit de vote. Mais le pays vacille en quête d'une identité nouvelle où se succèdent des régimes de gauche, des régimes militaires, des régimes de droite à une folle cadence. Tout ressemble à un château de cartes sur lequel souffle le vent. En 1958, une union entre l'Égypte et la Syrie, sous la présidence de Jamal Abdel Nasser, ne résiste que 3 ans à cause de nombreux abus. Les Égyptiens étaient venus en conquérant, en colonisateur, excuse-moi. Enfin, pour vous parler de la Syrie d'aujourd'hui, je reviens un peu en arrière et vous emporte de nouveau à la période du mandat où, à Paris, de nombreux Syriens font leurs études. L'un d'entre eux, un Damascène orthodoxe, chrétien orthodoxe, profite d'une bourse pour parfaire son éducation à Paris. Il est nerveux, passionné, turbulent. Ce solitaire traîne dans les jardins du Luxembourg après ses cours d'histoire à la Sorbonne. Il lit Proudhon, Marx, Lénine, Bergson, Gide et Maurras. Son nom est Michel Aflin. Un soir, il rencontre dans un des cafés du quartier latin un autre étudiant syrien, un sunnite de Damas, donc un musulman, qui suit des études de sciences. Son nom est Salah ad-Din al-Bitar. Très vite, ils deviennent inséparables et fondent à Paris l'Union des étudiants arabes en France. Enfin, de retour à Damas, Michel Aflin enseigne l'histoire et la philosophie au lycée français. On l'appelle Al-Ustaz, le nom est resté très longtemps. Quand Salah al-Bitar, lui, enseigne les sciences dans le même établissement. Donc, ils continuent à être ensemble. À peine âgés de 30 ans, ils fondent alors un nouveau parti, la Résurrection arabe, devenu très vite le Baas arabe. Dans les milieux académiques, l'accueil est délirant. Le premier congrès du parti se déroule à Damas en 1947. La devise du parti est « Unité, socialisme, liberté ». On a eu ce slogan « tous les jours à l'école ». Et l'accent est mis sur l'unité de la nation arabe. Dans cette perspective, le parti est laïque afin de conserver le caractère unitaire du monde arabe, ce qui était quelque chose de très positif. Adhérant aux idées socialistes, le Baas refuse le communisme, mais les communistes ont été tout à fait combattus. Enfin, en février 1963, le Baas est porté au pouvoir en Irak, puis en mars en Syrie. Salah ad-Din al-Bitar est nommé Premier ministre, mais très vite, en 1966, il y a un nouveau coup d'État et remplace le Baas par le nouveau Baas qu'ils ont appelé As-Salah al-Harak al-Tasihiyya. Les deux amis, Afla et Bitar, sont contraints à l'exil. Michel Afla ira en Irak. On dit qu'il s'est converti à l'islam à la fin de sa vie. J'ai perdu la trace de Salah Bitar, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Les deux, donc, ils sont contraints à l'exil. Pourtant, en Syrie, qu'est-ce qu'il est devenu, Salah? Assassiné à Paris. Il a été assassiné à Paris. Allez Et voir. Michel Aflin est encore vivant? Non, il est mort. Non, Il est mort en Suisse. En Suisse. Il est mort en Suisse ou en France. Mais il est maintenant enterré en Irak. On l'a rapatrié. Il est nommé dans... Les deux amis sont contraints à l'exil. Pourtant, en Syrie, le parti se renforce et se maintient au pouvoir, surtout à la suite d'un coup d'État en 1970, quand Hafez el-Assad devient président, et ceci jusqu'à sa mort en l'an 2000. Son régime confère tout de même une stabilité politique et la Syrie devient un acteur incontournable au Moyen-Orient. Bien sûr, il y a eu l'histoire du Liban, mais ça, je la laisse à votre sensibilité. Son fils, Bachar, lui succède. Où j'en suis, je sais pas, j'ai changé quelque chose ici. Comme nous le savons tous, la Syrie traverse maintenant une période très difficile, mais je dis toujours, pour finir sur une lumière et de l'optimisme, l'Orient est sans âge, et dans l'imagination des peuples de l'Orient, l'histoire, c'est toujours l'avenir.
Chaque jour, le soleil se lève sur l'Euphrate et se couche dans la Méditerranée. Il sera toujours une lumière, un hier ou une éternité. De la nuit des temps jusqu'au lendemain, tout ce qu'on dira de la Syrie restera inachevé ou inaccompli, comme le rêve de ses premiers hommes. Merci de votre écoute. C'est un partage, c'est l'histoire d'un partage, d'une culture tout à fait bafouée, on marque les trucs, c'est pas très Le comte de Vaugois, Georges le comte de Vaugois, c'est 17e ou 18e? Attends, c'est écrit, je n'ai pas dit. Je crois qu'un remerciement est vraiment quelque chose d'insignifiant à côté de cette inspiration à la fois poétique et historique. C'est toute une âme que nous avons entendu vibrer, entendu parler. Je crois que ça mérite que nous publions ce texte. Ce texte est magnifique. Rien n'est plus beau que de pouvoir assimiler les faits et l'histoire en leur donnant ce souffle poétique avec une francophonie rare, un goût absolument magnifique. Merci Myriam. Merci Brahim, j'ai plus besoin de mes lunettes. Je vais parler avec mon cœur. Voilà, pour dire que j'ai été très touchée par cette invitation d'une part, et d'autre part, ça m'a fait revivre une part de ma jeunesse en Syrie, de ces voyages sur les bords de l'Euphrate. Merci Brahim, parce que tu m'as permis un retour en arrière qui a été très enrichissant pour moi. Mille merci. Je voudrais ajouter une chose qui est très importante pour moi. Nous avons été élevés à un certain antagonisme, à une certaine situation problématique avec la Syrie. Quelque part, nous aurions souhaité que le régime ou les régimes syriens soient des régimes de liberté, de culture, de reconnaissance de l'autre. Et nous aurions aimé faire un bout de chemin ensemble, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan stratégique. Mais voilà. Ça va venir, Nous avons aujourd'hui ressassé un certain nombre de regrets, mais un discours comme le tien, ma chère Myriam, nous réconcilie avec la Syrie de toujours. On s'est réconciliés dans l'histoire d'amour de Serge et Chine. Et avant de nous quitter, je voudrais vous prier de bien vouloir vous regrouper à l'extérieur ici. Nous allons prendre une photo pour perpétuer Pour féliciter 15 000 ans d'histoire en 1 heure et quart, c'est une prouesse. Madame, je connais le cinéma. 15 000 ans d'histoire en 1 heure et quart, chapeau. Hein? Il faut le faire. Merci beaucoup. Alors nous avons